Chaque année, des centaines de milliers de tonnes de lithium sont extraites à travers le monde. Et ce n'est plus un simple métal, mais le fondement même de toute l'énergie du futur. On pourrait s'attendre à quelque chose de complexe et technologique, mais tout commence par une eau salée trouble au milieu du désert. Sous un soleil de plomb, elle s'évapore pendant des mois, dans des bassins gigantesques, jusqu'à ce qu'il ne reste que cet or blanc. Et le plus fascinant commence après, lorsque cette matière première parcourt le chemin de la saumure, jusqu'au cœur de la batterie. Et à la fin, un détail vient bouleverser toute notre perception de cette histoire. Je me tiens au milieu d'un paysage blanc, presque aveuglant, qui semble recouvert de neige. Mais ce n'est pas de la neige. C'est un désert de sel, quelque part à plusieurs milliers de mètres d'altitude, où sous mes pieds, ce n'est pas de la terre, mais un mélange de sel, de minéraux et d'eau. C'est ici que commence le parcours du lithium, ce métal qu'on appelle aujourd'hui l'or blanc. Et oui, dans les commentaires, vous vous disputez souvent au sujet des voitures électriques et de l'écologie. Alors maintenant, je vais vous montrer comment tout cela fonctionne réellement, sans artifice. Sous cette croûte blanche se cache la saumure, une eau saturée en sel de lithium. On la pompe depuis des profondeurs de plusieurs dizaines de mètres à travers des forages. Les pompes remontent lentement ce liquide trouble à la surface et le dirigent vers d'immenses bassins d'évaporation. Et c'est là que commence la partie la plus spectaculaire du processus. Devant moi, des dizaines de bassins rectangulaires, chacun de la taille de plusieurs terrains de football. L'eau qu'ils contiennent est de couleurs différentes, du bleu au vert et même au jaune. Ce n'est pas un choix esthétique, mais la chimie à l'œuvre. La saumure est pompée d'un bassin à l'autre, et à chaque étape, sa composition se modifie. Le soleil fait l'essentiel du travail. La température de l'air dépasse facilement les 30 degrés Celsius et les pluies sont quasi inexistantes. L'eau s'évapore pendant des mois. Au départ, le liquide est pompé dans les plus grands bassins. Il y passe plusieurs semaines sous le soleil, perdant une partie de son eau. La concentration en sel augmente et les plus lourds d'entre eux, principalement le sodium, commencent à cristalliser et à se déposer au fond. Ensuite, la saumure est transférée vers le bassin suivant. Celui-ci est déjà plus petit et la composition du liquide plus pure. Ici précipitent d'autres éléments comme le potassium. À chaque passage, l'eau devient plus épaisse, plus sombre, plus saturée en minéraux. Les ingénieurs contrôlent constamment sa composition. Ils prélèvent des échantillons, mesurent les concentrations pour ne pas perdre le lithium avec les sels excédentaires. Aux étapes finales, il ne reste principalement que des composés de magnésium et de lithium. Le processus devient alors particulièrement précis. La saumure est maintenue plus longtemps dans les bassins et parfois des réactifs sont ajoutés pour éliminer les impuretés indésirables. Au final, chaque bassin produit une solution de plus en plus concentrée, qui finit par contenir suffisamment de lithium pour être traité. Semaine après semaine, la concentration de lithium augmente. D'abord, ce sont les autres sels qui précipitent, sodium, potassium, magnésium. Ils se déposent au fond, formant des couches solides. Le liquide est progressivement pompé vers les bassins suivants, laissant l'excédent derrière lui. Dans les derniers étangs, subsiste un concentré contenant déjà assez de lithium pour passer à l'étape suivante. Ce liquide rejoint ensuite l'usine de traitement. Ici, le décor change radicalement. L'espace ouvert laisse place à des tuyaux, des réacteurs et des cuves. La saumure est purifiée de ses impuretés résiduelles, puis transformée en carbonate de lithium, cette poudre blanche qui constitue la matière première des batteries. Lorsque la saumure arrive à l'usine, ce n'est plus une eau trouble, mais un cocktail chimique concentré où le lithium joue le rôle principal, tout en côtoyant encore magnésium, calcium et résidus de sel. Première étape, la purification. Le liquide est acheminé vers de grandes cuves,
où il est traité avec des réactifs qui capturent les impuretés indésirables. Une partie des éléments passe à l'état insoluble et se dépose au fond, tandis qu'une autre est séparée par filtration. On obtient ainsi une solution nettement plus pure, prête pour la réaction principale. Cette saumure est ensuite transférée dans d'immenses cuves métalliques, les réacteurs, où s'opère la transformation cruciale. On y ajoute des réactifs carbonatés, généralement à base de soude. C'est à ce moment que démarre la réaction. Le lithium change de forme et commence à précipiter sous forme de dépôt solide. Observé de près, le liquide se trouble progressivement et de fines particules blanches y apparaissent, c'est le futur carbonate de lithium. Ce processus est contrôlé avec une précision extrême. Température, vitesse d'agitation, concentration des réactifs, tout compte. Si les paramètres dérivent, une partie du lithium restera en solution ou se mélangera aux impuretés. C'est pourquoi les opérateurs prélèvent constamment des échantillons et ajustent le processus en temps réel. Une fois la réaction terminée, le mélange est envoyé en filtration. De grands filtres industriels séparent le précipité solide du liquide. Ce qui reste sur le filtre ressemble à une poudre blanche humide. Mais elle n'est pas encore prête. Elle contient des résidus de réactifs et de sel. L'étape suivante est le lavage. Le précipité est rincé à plusieurs reprises à l'eau pure pour éliminer toutes les substances étrangères. C'est un peu comme laver du sable, mais avec un contrôle qualité bien plus rigoureux. Le matériau est ensuite envoyé dans des installations de séchage, où l'humidité résiduelle est éliminée à température élevée. On obtient alors une poudre blanche sèche et fluide, le carbonate de lithium. Son apparence est plutôt modeste, presque comme de la farine, mais c'est à partir d'elle que commence la fabrication des batteries modernes. Chacune de ces particules a parcouru un long chemin depuis l'eau salée, jusqu'à une réaction chimique contrôlée, pour devenir finalement une source d'énergie destinée aux technologies que nous utilisons au quotidien. Cette poudre est ensuite conditionnée dans des sacs de plusieurs dizaines de kilogrammes et expédiée vers d'autres usines, où commence la fabrication proprement dite des batteries. Là-bas, le lithium est mélangé à d'autres éléments. Les cathodes et anodes sont formées, les cellules assemblées. Mais toute cette histoire high-tech commence ici, dans le silence des plaines salées et sous un soleil de plomb. Et voici ce qui est fascinant. Pour obtenir une tonne de carbonate de lithium, il faut évaporer des centaines de milliers de litres d'eau. Cela signifie des mois de travail, des surfaces immenses et un équilibre très délicat avec la nature. C'est précisément pour cela que l'extraction du lithium suscite des débats si vifs. Il est indispensable à la transition vers la mobilité électrique, mais son obtention a aussi son prix. Vu du ciel, ces bassins ressemblent à une palette de peintre géante. Mais derrière cette beauté se cache un processus long et lent. Ici, pas de résultat rapide, seulement le temps, le soleil et la patience. Et moi, j'attends patiemment que vous vous abonniez à ma chaîne. Et à un moment donné, on finit par comprendre. Chaque batterie dans un téléphone ou une voiture électrique, ce n'est pas seulement de la technologie. Ce sont aussi ces champs, cette eau, ces mois d'évaporation. Le lithium n'apparaît pas de nulle part. Il parcourt un long chemin avant de devenir ce qui alimente le monde moderne. L'extraction mondiale de lithium connaît aujourd'hui une croissance presque explosive. Si en 2010, elle atteignait environ 28 000 tonnes, en 2024, elle s'élève déjà à quelques 240 000 tonnes par an. Vous savez combien j'adore fourrer mon nez là où le commun des mortels n'a pas accès, même en y mettant le prix. Aujourd'hui, je me retrouve dans un endroit où l'air est si saturé de vapeur et d'une odeur si particulière de métal incandescent
qu'on pourrait presque le couper au couteau. Nous voilà dans l'une des plus grandes usines au monde de fabrication de disques de frein. Ce site s'étend sur une superficie équivalent à environ 500 terrains de football. Impossible de s'y balader pour le plaisir. Alors, nous nous déplaçons d'atelier en atelier, à bord de petites voiturettes électriques, histoire de gagner du temps et d'économiser nos semelles avant même que le tournage ne commence. Tout commence par ce que la plupart qualifieraient simplement de tas de ferraille. C'est assez ironique. Ce qui arrêtera plus tard votre voiture à 120 km/h ressemble pour l'instant à un énorme amas de débris rouillés. De vieux radiateurs en fonte, des fragments de carrosserie, des poutrelles tordues et autres rebuts métalliques. Mais pour cette usine, c'est un véritable trésor. Un électroaimant géant suspendu à une grue saisit d'un coup plusieurs tonnes de ce fer et le projette dans la gueule d'un immense four à induction dans un fracas assourdissant. Le spectacle devient franchement inquiétant si l'on se tient trop près. Le four émet un grondement si grave que ce son ne se perçoit pas tant par les oreilles que quelque part au fond de la poitrine, comme si votre cœur tentait de s'accorder à ce lourd rythme industriel. La température à l'intérieur du four s'élève jusqu'à 1500 degrés Celsius. À une telle chaleur infernale, même l'acier le plus résistant se transforme en substance liquide, qui ressemble davantage à une soupe brûlante et dangereuse qu'à quelque chose de solide et de fiable. Lorsque le four s'incline pour déverser ce métal en fusion, tout autour s'illumine d'une lumière orange vif qui donne envie de fermer les yeux. Ici, nulle beauté artificielle, seulement une physique implacable et une quantité incroyable de chaleur. Chaque lot de métal fait l'objet d'une analyse instantanée. Des laborantins en tenue spéciale prélèvent un petit échantillon, le refroidissent et déterminent en quelques secondes sa composition chimique. Si la teneur en carbone ou en silicium s'écarte de la norme, ne serait-ce que d'1%, l'ensemble de ce lot colossal repart sans pitié à la refonte. Ici, on ne pardonne aucune erreur, car le prix d'un tel écart pourrait s'avérer bien trop élevé pour le consommateur final. Ensuite, ce métal en fusion est coulé dans des moules. On utilise ici une technologie fascinante de moulage au sable. On pourrait croire que le sable est un matériau peu fiable, mais ici, il est mélangé à des résines de spécial et, sous une pression considérable, devient dur comme du béton. Le métal vient remplir les cavités à l'intérieur de ce moule de sable, et c'est à cet instant précis que naît l'ébauche brute du futur disque. Elle ne ressemble pas encore du tout à cette pièce rutilante que nous avons l'habitude de voir dans les magasins de pièces automobiles. C'est plutôt un grand biscuit noir, lourd et très sale. Après la coulée, les disques doivent refroidir naturellement. Ce processus prend du temps, parfois plusieurs heures. C'est absolument crucial. Si l'on tentait de les refroidir plus rapidement, par exemple en les aspergeant d'eau, le métal deviendrait trop fragile. Un tel disque pourrait tout simplement voler en éclats au premier coup de frein un peu appuyé, quelque part sur la route, sous la pluie. Lorsque les ébauches deviennent simplement tièdes et non plus chauffées au rouge, elles sont envoyées à l'atelier d'usinage. C'est là que commence le territoire des robots. Ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pause déjeuner, ni plainte sur leur sort difficile. Chaque disque tombe entre les griffes d'un manipulateur, qui l'installe dans une machine à commande numérique. Des outils de coupe spéciaux enlèvent la couche de métal superflue aussi facilement que s'il ne s'agissait pas de fonte dure, mais d'un morceau de beurre froid. À ce stade, règne une précision fanatique. Un écart de 0,8 mm est considéré comme un défaut irrémédiable. Un tel disque n'arrivera jamais à l'entrepôt, car il provoquerait des vibrations qui, en quelques mois, détruiraient tout simplement la suspension du véhicule,
et obligeraient le conducteur à dépenser une fortune en réparation. C'est absolument fascinant de voir comment, à partir d'une forme brute et informe, émerge progressivement une surface parfaitement lisse, presque miroitante. Ensuite, on perce dans les disques des orifices de ventilation et des canaux internes. Ce n'est pas pour le style visuel, comme le pensent certains adolescents. C'est un système de refroidissement absolument vital. Lors d'un freinage intensif, le disque peut atteindre 700 degrés Celsius. Si cette chaleur n'est pas évacuée à temps, le métal commence à perdre ses propriétés de friction et les freins vous lâchent au pire moment possible. Ces petits trous et ces canaux sont donc le fruit de longs calculs d'ingénieurs et non une simple décision esthétique. Une fois tous les copeaux superflus retirés, chaque disque est soumis à un équilibrage dynamique. Le principe ressemble à ce que l'on fait pour vos roues chez le garagiste, mais la précision est ici des dizaines de fois supérieure. Un dispositif spécial lance le disque à très haute vitesse et détecte le moindre déséquilibre de masse. Si un côté s'avère plus lourd, ne serait-ce que de 3 ou 4 grammes, la machine perce automatiquement un minuscule trou, presque invisible, à l'endroit voulu sur la tranche, afin d'égaliser le poids. Le disque est désormais parfaitement équilibré et prêt à tourner à n'importe quel régime, sans le moindre bruit parasite ni vibration. J'ai voulu demander au directeur technique combien de disques de ce type il fabriquait en une journée de travail complète. Il s'est contenté de sourire avec lassitude, en me disant qu'ils avaient cessé depuis longtemps de les compter à l'unité. Désormais, la comptabilité se fait en milliers de tonnes de produits finis par mois. Pensez-y un instant. Cette entreprise fournit des pièces à près de la moitié de l'ensemble du marché automobile européen. Cela signifie qu'une voiture sur 2 que vous croisez dans les rues de votre ville freine très probablement grâce à ces disques métalliques fabriqués ici même, dans cet atelier bruyant et brûlant. Avant l'emballage, les disques subissent une procédure d'application de revêtement protecteur. Ils sont soit peints avec une peinture spéciale résistante à la chaleur, soit recouverts d'une fine couche anti-corrosion à base de zinc. Cette opération permet d'éviter qu'ils ne se transforment en blocs de métal rouillé durant le long stockage en entrepôt ou le transport dans un conteneur maritime à travers l'océan. Bien sûr, après les premiers kilomètres de conduite, cette peinture disparaît complètement de la surface de freinage, sous l'effet du frottement colossal des plaquettes. Mais les bords et les parties intérieures restent protégés du sel et des saletés présentes sur les routes. La dernière étape, et sans doute la plus importante, c'est le contrôle qualité finale. Il ne s'agit pas simplement d'une inspection visuelle menée par un ouvrier fatigué en fin de poste. On utilise ici des scanners à ultrasons et des installations radiographiques modernes. Ils recherchent les défauts internes, comme les bulles d'air ou les micro-fissures, impossibles à voir même à la loupe. Même si le disque semble parfait en apparence, mais que la radiographie révèle une cavité de 2 mm quelque part dans la profondeur du métal, il est immédiatement envoyé au broyeur. Ici, personne ne lésine sur la sécurité, car tout le monde comprend parfaitement que de cette pièce dépend directement la vie du conducteur et des passagers. Abonnez-vous et bientôt nous repartirons ensemble pour un nouveau voyage passionnant. Aujourd'hui, nous sommes dans l'usine qui fabrique de véritables suspensions géantes, des ressorts pour camions-bennes de carrière, une machine de 400 tonnes qui roule toute la journée sur des cailloux gros comme votre tête et qui décharge jusqu'à 8 tonnes de minerais. Pour qu'un tel engin ne se disloque pas dès son premier trajet, il lui faut une suspension d'une puissance incroyable. Et voici comment elle se fabrique.
Me voici devant une barre d'acier de 75 mm de diamètre, presque l'épaisseur de mon poignet. De ce monstre naîtra un ressort haut comme un homme, pesant près de 2 kg. Un seul ressort. Et il en faut de 4 à 8 pour équiper un camion benne. Voyons comment on les fabrique. Tout commence par le choix du matériau. L'acier ordinaire du commerce ne convient pas. Il faut un acier à ressort spécial contenant du chrome, du silicium et du vanadium. Ces éléments rendent le métal à la fois ultra résistant et élastique. Les nuances les plus courantes sont les 5160 et 9254. Cela sonne comme un code secret, mais il s'agit simplement de la composition chimique de l'acier, où chaque chiffre indique le pourcentage des différents éléments. Nous voilà devant le four de préchauffage. Première étape de ce qu'on appelle l'enroulement. Pourquoi une telle chaleur? Parce qu'une barre d'acier de plus de 12 mm d'épaisseur ne peut se plier à froid. Elle risquerait tout simplement de se fissurer. On la chauffe donc à plus de 950 degrés Celsius, une température si intense qu'elle ferait fondre de l'aluminium en quelques secondes. Regardez ce four, on l'appelle un four à poutre mobile. Des barres d'acier de 14 à 45 mm de diamètre y circulent librement, chauffant uniformément sur toute leur longueur. Le processus prend environ 20 à 30 minutes. Si le chauffage n'est pas homogène, une partie sera molle, l'autre dure. Le ressort lâchera au bout d'une semaine. Voici la barre qui sort du four. Elle rayonne d'un rouge éclatant. Température 970 degrés. L'air qu'elle dégage est si brûlant qu'à 2 mètres de distance, on sent la chaleur sur son visage. Et c'est ce métal incandescent qu'on va maintenant enrouler en ressort. Devant nous se dresse une machine gigantesque, une enrouleuse automatique à commande numérique. Cet engin coûte 1 million d'euros et peut fabriquer des ressorts d'un diamètre allant jusqu'à plusieurs centimètres et d'une longueur pouvant atteindre 2 mètres. Voici comment elle fonctionne. Une barre chauffée à blanc passe à travers un système de rouleaux qui la guide vers le dispositif d'enroulement. Là, 2 gros rouleaux, l'un vertical, l'autre horizontal, pressent le métal avec une force de plusieurs dizaines de tonnes, l'obligeant à contourner une tige centrale, que l'on appelle le mandrin. Une barre de 7,5 cm d'épaisseur se plie comme de la pâte à modeler, s'enroulant spire après spire. En 5 minutes, la machine fabrique un ressort de 10 à 20 spires d'une hauteur d'1,80 m. La vitesse d'enroulement? Environ 5 spires par minute pour des barres aussi épaisses. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Chaque spire doit être parfaitement régulière, l'espacement entre les spires, calculé au millimètre près. Un écart de plus de 2 mm et le ressort ne résiste pas à la charge. C'est pourquoi la machine contrôle tout. La température du métal, la vitesse d'avancement, la force de pression des rouleaux. Chaque capteur transmet les informations à l'ordinateur, qui régule le processus en temps réel. Une fois le ressort enroulé, vient la trempe. Le ressort incandescent est instantanément plongé dans un immense bain d'huile. C'est ce qu'on appelle la trempe à l'huile. L'huile est à environ 60 degrés maximum, alors que le ressort frôle les 1000 degrés. Quand ils se rencontrent, pouf! Un nuage de vapeur, un sifflement, comme celui de dizaines de serpents. La température chute à 200, 300 degrés en quelques secondes à peine. Que se passe-t-il à l'intérieur du métal? Ce refroidissement brutal modifie la structure cristalline de l'acier, le transformant en martensite, une forme extrêmement dure. C'est comme congeler de l'eau. Elle devient solide, mais dans le métal, le processus est infiniment plus complexe. L'acier trempé devient si dur qu'il peut rayer le verre. Mais il y a un problème. Après la trempe,
L'acier devient friable comme du cristal. Un seul choc, et le ressort peut se briser. D'où l'étape suivante, le revenu ou recuit. Les ressorts sont à nouveau chauffés, mais cette fois à une température plus basse, entre 400 et 500 degrés Celsius. Ils sont maintenus à cette température pendant 2 à 3 heures, puis refroidis librement. Le revenu, c'est comme un massage pour le métal. Il réduit les tensions internes, rend l'acier moins fragile, tout en préservant sa dureté. La dureté finale d'un ressort de camion-benne se situe entre 40 et 50 unités sur l'échelle de Rockwell C. Autrement dit, seul un diamant ou un autre acier trempé peut le rayer. Passons maintenant à l'étape suivante, le grenaillage. Regardez cette chambre. À l'intérieur, des milliers de billes d'acier d'un demi-millimètre de diamètre fusent à 80 mètres par seconde et bombardent la surface du ressort. Ce n'est pas une destruction, c'est un renforcement. Une bille métallique, en frappant la surface, crée une micro-indentation. Le métal environnant se comprime, formant une zone de résistance accrue. Des millions de ces impacts recouvrent toute la surface du ressort, d'une couche de métal densifiée d'une profondeur, pouvant atteindre 1 mm. Résultat, la résistance à la fatigue, la capacité à supporter des millions de cycles de charge sans fissuration, augmente de 30 à 50%. Le processus prend environ 3 minutes pour un grand ressort, après quoi la surface devient mate, légèrement rugueuse au toucher, mais considérablement plus résistante. Si les ressorts supportent le poids de la machine, les amortisseurs, eux, absorbent les oscillations. Sans eux, le camion-benne rebondirait comme un ballon après chaque nid de poule, et le conducteur souffrirait d'une commotion cérébrale au bout d'1 an de travail. Devant nous se dresse un cylindre hydraulique d'1,80 m de haut et de 25 cm de diamètre. À l'intérieur, un système complexe de clapets, de pistons et de joints d'étanchéité. Le principe de base est simple. Le piston se déplace dans le cylindre rempli d'huile, la forçant à traverser de minuscules orifices. L'huile oppose une résistance, amortissant ainsi le mouvement. Mais c'est dans les détails que réside la magie. Et la magie de cette chaîne opère grâce à votre abonnement. Le piston comporte plusieurs types de clapets. Certains fonctionnent lors de mouvements lents, d'autres lors de chocs brutaux. À faible vitesse, l'huile traverse de petits conduits de 2 à 3 mm de diamètre. Lors d'un impact violent, des clapets supplémentaires de 10 à 15 mm de diamètre s'ouvrent, laissant passer davantage d'huile et empêchant une montée en pression excessive. À l'intérieur, se trouve également une chambre à gaz, remplie d'azote sous une pression de 20 à 30 bars. Cela prévient la cavitation, c'est-à-dire la formation de bulles dans l'huile qui pourrait détruire l'amortisseur. L'azote se comprime en compensant le volume occupé par la tige du piston lors de son mouvement. La tige du piston est fabriquée en acier chromé d'un diamètre de 6 cm. Ce n'est pas décoratif. Le chromage crée une surface ultra résistante, capable d'endurer des millions de cycles sans usure. L'épaisseur du revêtement chromé n'est que de 0,2 mm, mais cela multiplie par 10 la durée de vie. Au fond de l'Ohio se cache une machine qui soutient le ciel américain. La presse Mesta 50, un monstre de 36 000 tonnes qui s'enfonce de 10 étages sous terre. Elle comprime le métal avec une force de 50 000 tonnes, soit le poids de 10 tours Eiffel réunies. Sans cette machine, les États-Unis n'auraient ni F-35 ni Boeing 787. Lorsqu'en 2009, une fissure est apparue sur la presse, toute l'aviation américaine a retenu son souffle. Aujourd'hui, nous allons voir comment le titane incandescent se transforme en aile de chasseur, sous le coup du poing d'acier de la guerre froide. Prêt à plonger au cœur de la puissance aéronautique américaine ?
Si vous vous trouviez devant l'usine Alcoa de Cleveland, dans l'Ohio, rien ne retiendrait votre attention. Un bâtiment industriel ordinaire, un mur de briques grises, des cheminées, des camions. Mais il suffit de descendre pour pénétrer dans un monde où naît la puissance véritable. La presse Mesta 50 ne repose pas sur le sol, elle y est encastrée. 30 mètres de profondeur, 10 étages de béton et d'acier. Pourquoi si profond ? Parce que lorsque 50 000 tonnes de force s'abattent sur le métal, la Terre tremble dans un rayon d'1 kilomètre. Sans ces fondations colossales, la presse s'enfoncerait dans le sol comme un couteau dans du beurre. Cette machine fut construite en 1955, au plus fort de la guerre froide. L'Amérique et l'Union soviétique ne rivalisaient pas seulement dans l'espace, elles se disputaient la maîtrise du ciel. Qui parviendrait à créer les meilleurs avions dominerait les airs. Et pour les meilleurs avions, il fallait des pièces impossibles à fabriquer par des procédés ordinaires. Imaginez une aube de turbine du réacteur F-35. Cette pièce ne mesure que 30 cm de long, mais elle tourne à 10 000 tours par minute à une température de 1400 degrés Celsius. Aucune soudure ne pourrait résister à de telles conditions, elle se désintégrerait en quelques secondes. L'aube doit être monobloc, taillée dans un bloc massif de titane ou de super-alliage de nickel. C'est précisément à cela que sert la Mesta 50. Elle ne coupe pas, elle ne soude pas, elle forge. Elle prend un lingot de titane incandescent de 2 kg et le transforme en une forme précise d'aile ou d'aube en un seul coup. Le processus commence par la préparation. Le lingot de titane est chauffé dans un four spécial, jusqu'à 960 degrés Celsius. À cette température, le titane devient aussi malléable que de la pâte à modeler, tout en conservant sa résistance extraordinaire. Le métal émet une lueur rouge vif, presque blanche, impossible de le regarder sans lunettes de protection spéciale. Lorsque la température atteint le point requis, le bras robotisé extrait le lingot incandescent et, en quelques secondes à peine, le transporte jusqu'à la presse. Le temps est critique. Si le titane refroidit ne serait-ce que de 50 degrés, il deviendra trop dur et la presse ne pourra plus le déformer. Le lingot est placé dans la matrice inférieure, un immense moule en acier qui épouse les contours de la future pièce. Au-dessus, descend la matrice supérieure de 150 tonnes. Et là, c'est le choc. 50 000 tonnes de force s'abattent sur le titane incandescent. Pour vous donner une idée, c'est comme si l'on posait simultanément 150 avions de ligne sur votre table. Les vérins hydrauliques, de 2,50 m de diamètre, génèrent une pression de 350 mégapascales, soit 3500 fois la pression atmosphérique. Sous une pression aussi folle, le titane se comporte étrangement. Il ne casse pas, ne se fissure pas, il coule. Les atomes du métal se déplacent, glissent les uns contre les autres, remplissant chaque recoin microscopique du moule. En 3 secondes, un lingot informe se transforme en copie parfaite d'un longeron d'aile ou d'une aube de turbine. L'usine tout entière tremble sous l'impact. À plusieurs centaines de mètres à la ronde, on ressent la vibration, comme un petit séisme. Les ouvriers qui travaillent près de la presse portent des casques spéciaux, car le son de l'impact atteint 130 décibels, plus fort que le décollage d'un avion à réaction. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Malgré cette force barbare, la presse contrôle la forme à un demi-millimètre près. Des capteurs laser suivent chaque mouvement de la matrice. L'hydraulique corrige la pression des milliers de fois par seconde. Si quelque chose tourne mal, une pièce valant 300 000 € se transforme en ferraille. La Mesta 50 fabrique des pièces pour tous les principaux avions américains. Le F-35, Lightning II, le F-22 Raptor, le Boeing 787 Dreamliner,
les moteurs d'hélicoptères Apache, tous comportent des pièces nées sous les coups de cette presse. Chaque mois, plus de 2000 tonnes de titane et de superalliage de nickel y transitent. Puis vint la catastrophe. En 2009, lors d'une frappe de routine, les ingénieurs entendirent un bruit inhabituel. Le métal venait de se fissurer. La presse fut immédiatement arrêtée et la découverte glaça les sangs. Une fissure d'1,20 m était apparue dans la poutre maîtresse. Pour l'industrie aéronautique américaine, ce fut un choc. La Mesta 50 est la seule presse d'une telle puissance dans le pays. Sans elle, la production du F-35 s'arrêtait net, Boeing ne pouvait plus fabriquer de pièces pour le Dreamliner, les commandes militaires restaient en suspens. Chaque jour d'immobilisation coûtait des millions de dollars. Une réparation désespérée s'est engagée. Le problème, c'est qu'une poutre de 2000 tonnes ne peut tout simplement pas être démontée et remplacée. Elle est intégrée dans la structure à 30 mètres de profondeur, entourée de dizaines d'autres systèmes. Les ingénieurs prévoient d'effectuer la réparation sur place. Une équipe spécialisée de soudeurs a travaillé 24 heures sur 24 pendant 4 mois. Ils ont utilisé la technologie la plus avancée, le soudage électrolytier sous atmosphère inerte. La fissure a été soudée couche par couche, chacune d'une épaisseur de 3 mm. Après chaque couche, le métal subissait un traitement thermique pour éliminer les contraintes internes. Au total, 760 couches de cordons de soudure ont été déposées. Parallèlement, une poutre de secours était fabriquée, au cas où la réparation échouerait. Elle a été réalisée dans une autre usine, en utilisant la plus grande grue d'Amérique, d'une capacité de 4000 tonnes. Le coût de cette poutre de secours, 18 millions de dollars. Quant à l'abonnement à ma chaîne, il vous coûtera 0 $ et 0 cent. Alors, vous êtes déjà abonné ? Mais la réparation fut une réussite. En décembre 2009, la Mesta 50 reprit du service. Le premier coup après la remise en état fut observé par 200 ingénieurs. Tous retenaient leur souffle. La presse frappa, le titane se déforma, et la fissure ne réapparut pas. Le ciel américain était sauvé. Aujourd'hui, la Mesta 50 continue de fonctionner. Elle a déjà près de 70 ans, un âge incroyable pour un équipement industriel. Les presses modernes sont plus efficaces et automatisées, mais aucune ne peut atteindre une telle puissance. 50 000 tonnes demeure un record inégalé pour le pays. Fait intéressant, autour de la presse s'est formé tout un écosystème. Des milliers d'ingénieurs, de métallurgistes, d'opérateurs travaillent à l'usine. Beaucoup sont originaires d'Amérique latine, venus aux États-Unis en quête d'une vie meilleure et qui ont trouvé un emploi dans l'aéronautique. Ils façonnent les pièces qui ensuite propulsent des avions dans le ciel du monde entier. La Mesta 50, c'est bien plus qu'une machine. C'est un symbole de puissance industrielle, d'excellence technologique et d'ingéniosité technique. C'est la preuve que parfois, les meilleures solutions ne sont pas les plus récentes, mais celles qui ont été éprouvées par des décennies de travail fiable sous une pression incroyable. La pierre que nous tenons entre nos mains, fragment modeste de roche marqué de veines vertes ou bleues caractéristiques, recèle en vérité le potentiel de milliers de kilomètres de câbles qui irriguent nos métropoles modernes. Le minerai de cuivre n'est pas un cristal raffiné, destiné à la joaillerie, mais le socle austère sur lequel repose toute l'architecture énergétique de la planète. Le parcours qui mène de cette roche dure, arrachée aux profondeurs de l'écorce terrestre, jusqu'au fin circuit imprimé du chargeur de votre smartphone, constitue l'un des processus les plus exigeants et les plus monumentaux de l'industrie contemporaine. On qualifie le cuivre de métal d'avenir, non pas en raison de sa rareté, mais de son caractère irremplaçable dans un monde qui délaisse rapidement les combustibles fossiles au profit de l'électricité.
Tout commence au plus profond de la Terre, ou dans des carrières colossales, qui par leur taille, évoquent de véritables canyons artificiels. Les plus grands gisements de cuivre, comme l'Escondida chilienne ou Chuquicamata, sont d'immenses gouffres creusés dans le désert, où les machines travaillent 24 heures sur 24. L'extraction du cuivre est une affaire de volume considérable. La teneur en métal du minerai dépasse rarement 1% et descend parfois sous la barre du demi-pourcent. Cela signifie qu'il faut traiter des tonnes de roches pour obtenir quelques kilogrammes de cuivre pur. Le minerai se présente traditionnellement sous forme de sulfure ou d'oxyde, et chaque type exige sa propre approche. Le plus répandu est la chalcopyrite, un minéral complexe où le cuivre s'associe au fer et au soufre. Son éclat doré trompe souvent les chercheurs de trésors inexpérimentés. Mais pour les industriels, cet éclat est le signal de la présence d'une ressource stratégique. L'ampleur de l'extraction défie l'imagination. Lorsque vous vous tenez au bord d'une carrière centrale, les camions-bennes géants d'une capacité de 300 tonnes semblent de simples insectes rampant sur des routes en spirale qui s'enfoncent à plusieurs mètres de profondeur. Mais le véritable travail commence après que les explosifs ont fragmenté la couche monolithique. Le minerai extrait est acheminé vers les usines d'enrichissement, où la roche est transformée en poussière. Dans d'immenses broyeurs, des billes d'acier réduisent la roche dure en une poudre fine, comme de la farine. Vient ensuite l'étape de la flottation, un procédé chimique où le minerai broyé est mélangé à de l'eau et à des réactifs spécifiques. Des bulles d'air captent les particules du minéral moyen et les transportent à la surface sous forme d'une mousse épaisse, laissant la gangue stérile au fond. Le concentré, qui contient désormais environ 30% de ce métal, n'est qu'un maillon intermédiaire. La transformation du concentré en cuivre pur exige le feu et la haute tension. Dans les fours de fusion, à des températures dépassant 1000 degrés, les impuretés de fer et de soufre sont éliminées. La mat obtenue subit une purification supplémentaire, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un milieu noir. Toutefois, ce métal ne convient pas à la transmission d'énergie. Pour les besoins électrotechniques, le cuivre doit être presque parfaitement pur, de l'ordre de 99,99%. Cela s'obtient par raffinage électrolytique. De grandes plaques de cuivre sont immergées dans un bain d'acide, où, sous l'action du courant électrique, les ions métalliques migrent d'une électrode à l'autre, laissant tous les éléments étrangers dans le dépôt. Ce dépôt, d'ailleurs, contient souvent de l'or et de l'argent, ce qui rend l'extraction du cuivre plus rentable. La transition énergétique, dont on parle aujourd'hui à tous les niveaux, est impossible sans cuivre. Si l'aluminium est devenu le métal de l'aviation, le cuivre forme le système nerveux du réseau électrique mondial. Chaque éolienne, chaque panneau solaire nécessite plusieurs fois plus de cuivre que les centrales thermiques traditionnelles. Une voiture électrique contient 4 fois plus de fils de cuivre qu'un véhicule à moteur à combustion interne. Ces kilomètres de câbles, dissimulés sous le capot, dans les murs des bâtiments et sous terre, assurent la circulation des électrons qui fait vivre notre civilisation. Le cuivre possède une conductivité électrique unique, dépassée seulement par l'argent. Mais grâce à sa disponibilité relative, il est devenu le matériau incontournable pour transporter l'énergie sur de longues distances sans perte significative. Les villes modernes sont, en substance, de gigantesques réservoirs de cuivre. Si l'on imaginait une mégapole dépouillée de son béton et de son verre, nous verrions apparaître un réseau incroyablement dense de filaments cuivrés. Ils parcourent chaque surface des gratte-ciel, assurant le fonctionnement des ascenseurs, de la climatisation, des salles serveurs et de l'éclairage. Dans un appartement contemporain standard, des dizaines de kilogrammes de ce métal sont enfouis. Une quantité considérable d'infrastructures techniques, des canalisations d'eau au système de chauffage, repose également sur le cuivre,
en raison de sa résistance à la corrosion et de ses propriétés bactéricides. C'est un métal qui non seulement conduit la lumière, mais protège aussi notre santé, en empêchant les microbes de proliférer sur les surfaces. Mais le minerai de cuivre est une ressource épuisable. Les gisements où le métal affleure près de la surface s'amenuisent progressivement. Cela contraint les compagnies à creuser toujours plus profond, à construire des mines à plusieurs kilomètres sous terre, où la température de la roche dépasse 50 degrés et où la ventilation et la sécurité exigent des moyens colossaux. Les défis technologiques croissent au rythme de la demande. Le monde se trouve face à un dilemme. Nous avons besoin de toujours plus de matière pour alimenter les énergies vertes, mais son extraction devient de plus en plus complexe et gourmande en ressources. C'est là que naît le concept de recyclage. Le cuivre peut être refondu à l'infini sans perdre ses qualités. Vieux câbles, transformateurs démantelés, appareils électroniques mis au rebut constituent un minerai urbain, dont la valeur égale celle des gisements andins. Si la demande de cuivre augmente, cela signifie que de nouvelles usines se construisent, que les villes s'étendent et que les technologies progressent. Lorsque l'activité sur le marché du cuivre décline, cela annonce une récession mondiale. Aucun autre matériau n'entretient un lien aussi étroit avec la notion de progrès. Nous vivons à une époque où la numérisation semble éthérée et immatérielle, mais en réalité, chaque message envoyé par messagerie instantanée et chaque transaction bancaire physique transite par des ports et des câbles en cuivre. Le cuivre occupe une place particulière dans le développement des énergies renouvelables. Les parcs éoliens en mer nécessitent des milliers de tonnes de ce métal pour les câbles sous-marins reliant les turbines à la côte. Les vastes étendues de centrales solaires sont parcourues de barres collectrices et de fils qui captent l'énergie des photons pour la rassembler en un seul réseau. Sans ce métal, toute vision d'un avenir écologique et propre resterait lettre morte. Nous ne remarquons pas souvent l'ampleur de l'intervention humaine dans la nature pour obtenir cette ressource. La réhabilitation des terres, après l'extraction du cuivre, constitue un processus complexe qui implique le traitement des eaux usées contre les acides et les métaux lourds. Les entreprises concernées dépensent des milliards de dollars pour que, après la fermeture des carrières, le territoire redevienne habitable. C'est là une partie du prix que l'humanité paie pour son confort et son indépendance énergétique. Toutefois, comparé à d'autres types de combustibles, le cuivre demeure l'une des solutions les plus rationnelles. Il ne se disperse pas dans l'atmosphère, mais s'accumule dans les infrastructures, formant un capital durable pour notre civilisation. Chaque année, des milliards de personnes dans le monde effleurent du verre, sans se douter qu'un métal si tendre qu'on peut le couper au couteau œuvre sous leurs doigts. Un métal sans lequel notre civilisation moderne deviendrait tout simplement aveugle. Comment cet élément presque ludique, si malléable, en est-il venu à commander smartphones, distributeurs automatiques et écrans géants? Pourquoi l'extrait-on littéralement des déchets, gramme par gramme à partir de tonnes de minerais? Et pourquoi ce métal est-il déjà considéré comme une bombe à retardement pour toute l'électronique? Il y a là quelque chose dont les fabricants d'écrans ne parlent presque jamais. Restez avec nous jusqu'au bout. Vous découvrirez quel composant invisible pourrait un jour rendre n'importe quel écran tout simplement mort. L'indium, une véritable beauté argentée parmi les métaux, tendre comme du beurre, qu'on peut trancher au couteau, et qui fond déjà à 156 degrés. Dans la nature, ce type rare se planque comme un invité indésirable dans les minerais de zinc et de plomb, qui recèlent 60% des réserves mondiales, et on le trouve aussi dans les gisements de cuivre, bien que plus rarement. Chaque année, le monde en extrait près de 1000 tonnes, et 90% de cette production proviennent de Chine, de Corée du Sud et du Japon,
où des usines géantes l'extraitent par tonnes. Le prix pique de 500 à 700 $ le kilo de métal pur, car les gisements ne sont pas éternels. C'est en Chine qu'on trouve le plus d'indium, avec 70% de la production mondiale. Mais on en cherche aussi au Pérou, au Canada et en Australie, où les mines tournent à plein régime. Le processus lui-même relève du bonus annexe. D'une tonne de minerai de zinc, on n'extrait que 100 grammes d'indium, comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le métal est ensuite extrait par électrolyse dans des bains brûlants ou par évaporation, transformant le minerai brut en lingots étincelants. Ce métal malléable est la clé de vos écrans, et sa pénurie pousse déjà le monde à chercher des alternatives. L'oxyde d'indium dopé à l'étain, c'est une véritable magie invisible qui a bouleversé le monde de l'électronique. Une couche transparente d'une finesse extrême qui laisse passer la lumière tout en conduisant l'électricité. Un vrai tour de passe-passe sur l'écran de votre téléphone. Elle se compose de 90% d'oxyde d'indium, mélangé à 10% d'étain. Et tout ce cocktail est déposé en une pellicule si ténue qu'elle n'atteint que 100 à 200 nanomètres d'épaisseur, soit 1000 fois plus fine qu'un cheveu humain. Cette couche est comme une toile d'araignée immatérielle. L'œil ne la voit pas, mais les doigts la perçoivent instantanément. L'indium le rend transparent à 90% pour que l'écran brille de mille feux, tandis que l'étain ajoute la conductivité nécessaire à une réactivité fulgurante. Sans ce prodige, ton écran tactile resterait aussi sourd à tes doigts qu'un bloc de pierre. C'est précisément grâce à ce conducteur invisible, né d'un métal tendre, que chaque smartphone, télévision tactile ou distributeur automatique sait où tu poses le doigt. La fabrication de ce conducteur transparent à base d'indium et d'étain relève d'un véritable art high-tech. Chaque étape transforme un vulgaire morceau de verre ou de plastique en peau sensible de tes appareils. Dans d'immenses chambres à vide, dans l'obscurité et le silence, naît un film invisible, plus fin qu'un souffle, mais plus résistant que l'acier. Le processus commence par la pulvérisation cathodique magnétron, la méthode la plus répandue dans les usines Samsung, LG et autres géants de l'électronique. Tout se passe dans des chambres à vide spéciales, grandes comme une pièce, où la pression est plus basse que dans l'espace. On prend une cible métallique, un alliage d'indium et d'étain, semblable à un disque brillant d'un demi-mètre de diamètre. Cette cible est bombardée par des ions d'argon qui jaillissent d'un canon à plasma à la vitesse de balle. Sous l'impact, les atomes d'indium et d'étain se détachent de la surface, tels des éclaboussures d'une pierre lancée dans une rivière, et se déposent sur du verre ou un substrat plastique qui avance lentement sur un convoyeur. Un champ magnétique près de la cible maintient le plasma stable, afin que la couche se dépose uniformément, sans bulle ni irrégularité. La température dans la chambre se maintient autour de 200 degrés et l'ensemble du processus pour une feuille de verre prend une dizaine de minutes. Le résultat, un film ultra fin de 200 nanomètres d'épaisseur, invisible mais déjà conducteur. Ce film brut n'est pas encore prêt à l'emploi. Il est amorphe comme du miel fondu et conduit mal le courant. C'est pourquoi le verre avec sa couche nouvellement formée est envoyé au four pour un traitement thermique. La température est élevée progressivement jusqu'à 300 degrés, sur 1 heure, afin que le film cristallise. Les atomes d'indium et d'étain s'organisent en un réseau cubique parfait, un état où les électrons circulent librement, comme des poissons dans un étang. L'étain, pendant ce temps, s'intègre à la structure de l'oxyde d'indium, remplaçant une de ses mailles sur 10 et créant des électrons donneurs pour la conductivité.
Après refroidissement, la couche acquiert une transparence brillante et une sensibilité remarquable, prête à réagir au moindre effleurement. Cette étape s'avère cruciale. Une surchauffe provoque des fissures. Un chauffage insuffisant laisse la pellicule non conductrice. La touche finale, la gravure laser, qui crée le maillage des zones tactiles. Un laser puissant, opérant dans l'ultraviolet, parcourt la surface avec une précision micrométrique, vaporisant d'étroites bandes de pellicule. Naissent alors des électrodes invisibles, lignes horizontales et verticales qui transforment la couche continue en matrice. Chaque intersection forme un pixel que le contrôleur d'écran peut lire individuellement. Le laser opère à la vitesse de l'éclair, laissant des sillons d'une propreté parfaite, larges de 10 micromètres à peine, imperceptibles à l'œil nu. Après la gravure, la surface est à nouveau nettoyée aux ultrasons et recouverte d'une couche protectrice, tantôt en silicone, tantôt en carbure, pour résister à des milliers de contacts. 90% de cette merveille technologique est destinée aux écrans, smartphones, téléviseurs, tablettes, ordinateurs portables. Chaque nouvel iPhone ou Galaxy nécessite une dizaine de grammes d'indium pour son écran, et des millions d'appareils engloutissent chaque année des milliers de tonnes de ce métal. Il ne reste que 5% pour les panneaux solaires, où cette même couche sert de contact transparent, laissant passer la lumière vers les cellules photovoltaïques. La seule différence réside dans l'échelle. Pour les panneaux, l'ITO est déposé sur des plaques d'1 mètre et non sur des écrans de quelques centimètres. Sans indium, les véritables alternatives n'existent tout simplement pas. Tout ce qu'on tente de substituer coûte les yeux de la tête ou fait piètre figure en termes de qualité. Le graphène sonne cool, comme le métal du futur, mais coûte le prix d'un billet d'avion pour l'espace, et sa transparence laisse encore à désirer. Un écran au graphène paraît trouble comme du verre dépoli. L'argent conduit l'électricité comme un dieu, mais noircit vite au contact de l'air, s'oxyde et ne laisse passer que 70% de la lumière au lieu de 90%. Le conducteur plastique, moins cher et flexible, ne supporte pas la chaleur. Après 6 mois d'utilisation au soleil ou en voiture, il craque comme un vieux journal et perd sa sensibilité. Apple, Samsung, LG. Ce trio accapare 70% de tout l'indium de la planète. Et ce sont eux qui les premiers nous le diraient s'ils trouvaient un remplaçant. Leurs écrans représentent des milliards de dollars, et le marché des conducteurs transparents tourne autour d'1 milliard par an. Chaque nouvel iPhone ou Galaxy vole des grammes de ce métal, tandis que des millions de téléviseurs LG en engloutissent des tonnes. Sans indium, il faudrait soit payer 3 fois plus cher nos écrans, soit revenir au Nokia à touche. Chaque année, l'humanité produit une substance noire, sans laquelle aucune voiture ne roulerait, ton smartphone ne fonctionnerait pas, et les batteries modernes n'existeraient pas. Mais si je te disais qu'il ne s'agit pas de simple suie, mais d'un matériau né dans un enfer contrôlé à une température supérieure à celle de la lave volcanique. Des particules si minuscules que des milliers d'entre elles tiendraient sur le diamètre d'un cheveu humain. Et ce sont justement elles qui supportent des dizaines de tonnes de charge sur la route. Pourquoi les pneus sont-ils devenus noirs? Pourquoi sans cette poudre, le caoutchouc se désagrège-t-il en quelques mois? Et il existe un moment dans la fabrication dont on parle à peine, mais qui change tout. Reste avec nous jusqu'à la fin, et tu découvriras le secret qui se cache au cœur de cette matière noire. Commençons par préciser que le noir de carbone n'est pas simplement la suie de la cheminée de votre grand-mère. C'est un produit high-tech, à la structure rigoureusement contrôlée, avec des particules de taille et de propriétés définies. Au microscope, il ressemble à des milliards de minuscules sphères mesurant de 10 à 500 nanomètres. Pour vous donner une idée, un cheveu humain a une épaisseur d'environ 70 000 nanomètres. Ces particules sont donc 1000 fois plus petites. L'histoire du noir de carbone remonte loin dans le temps.
Dans l'Égypte et la Chine ancienne déjà, on récoltait la suie issue de la combustion d'huile pour l'utiliser comme pigment noir dans les encres et les peintures. Mais la véritable révolution survient au début du XXe siècle, lorsque quelqu'un a l'idée d'ajouter de la suie au caoutchouc et découvre que le matériau devient bien plus résistant et durable. Avant cela, les pneus automobiles étaient blancs ou gris et ne duraient que quelques centaines de kilomètres. Après l'ajout de noir de carbone, ils sont devenus noirs et ont commencé à parcourir des dizaines de milliers de kilomètres. Aujourd'hui, près de 70% de tout le noir de carbone produit dans le monde est destiné à la fabrication de pneus. Le reste est utilisé dans une quantité innombrable de produits, des encres d'imprimerie aux cosmétiques, des plastiques aux batteries. Chaque année, plus de 12 millions de tonnes de noir de carbone sont produites dans le monde. C'est une industrie colossale dont on entend pourtant peu parler. Comment cette substance noire est-elle fabriquée ? La méthode principale s'appelle le procédé au four. Imaginez un four gigantesque d'environ 30 mètres de long et plusieurs mètres de diamètre, fonctionnant à des températures comprises entre 1300 et 1650 degrés Celsius. À l'intérieur se crée un enfer contrôlé, où les hydrocarbures sont littéralement déchirés, atome par atome. Le processus commence avec la matière première, le plus souvent des résidus pétroliers lourds, obtenus lors du raffinage du pétrole. Ce sont des liquides épais et goudronneux, riches en carbone. Parfois on utilise du gaz naturel ou du charbon, mais les produits pétroliers donnent la meilleure qualité. Cette matière première est préalablement chauffée à une température d'environ 200 degrés pour qu'elle devienne suffisamment fluide pour être pulvérisée. Puis vient la magie. La matière première est pulvérisée en un fin brouillard dans une chambre de combustion où l'on injecte sous haute pression de l'air chaud ou de l'oxygène. Les gouttelettes s'enflamment instantanément et commencent à brûler. Mais ce n'est pas une combustion complète, comme dans un poêle à bois. C'est un processus incomplet contrôlé, où l'on donne délibérément moins d'oxygène qu'il n'en faudrait pour une combustion totale. À des températures aussi extrêmes, les molécules d'hydrocarbures se décomposent. Les atomes de carbone, libérés des molécules, commencent à s'assembler entre eux, formant de minuscules germes de futures particules. Ces germes se développent en agrégeant toujours plus d'atomes de carbone. L'ensemble du processus ne dure que quelques millisecondes. De la gouttelette de pétrole à la particule de suie formée, il s'écoule moins d'un dixième de seconde. Les particules continuent de circuler dans le four avec les gaz chauds. À un moment précis, on injecte de l'eau ou de la vapeur dans le four pour abaisser brutalement la température et stopper la réaction. Sans cette intervention rapide, les particules continueraient de croître jusqu'à devenir trop volumineuses ou se consumeraient entièrement en dioxyde de carbone. Le contrôle de la température et du temps de réaction détermine la taille et les propriétés des particules. Les gaz chauds contenant des particules de noir de carbone traversent une série d'échangeurs thermiques, où ils sont refroidis à environ 200 degrés. Ce mélange passe ensuite dans un système de filtration. On utilise le plus souvent des filtres à manches, d'immenses sacs en tissu spécial, à travers lesquels le gaz circule, tandis que les particules de suie se déposent sur les parois. Périodiquement, les filtres sont secoués et la suie tombe vers le bas, où elle est collectée. Mais ce n'est pas encore le produit final. Le noir de carbone fraîchement produit contient diverses impuretés, des résidus d'hydrocarbures, de l'eau, parfois du soufre et d'autres substances. Il est envoyé pour un traitement supplémentaire. Parfois, on le granule. On le compresse en petites billes de quelques millimètres afin de faciliter son transport et son utilisation. Parfois, on le traite avec des produits chimiques pour modifier les propriétés de surface des particules.
Il existe différentes qualités de noir de carbone, qui se distinguent par la taille des particules, leur structure et leurs propriétés. Pour les pneus, on utilise généralement de la suie, dont les particules mesurent environ 20 à 50 nanomètres. Plus les particules sont fines, plus leur surface de contact avec le caoutchouc est importante et meilleur est le renforcement. Mais des particules trop fines sont plus difficiles à répartir uniformément dans le caoutchouc. Il faut donc trouver un équilibre. Maintenant, la question essentielle, pourquoi le noir de carbone fonctionne-t-il si bien dans le caoutchouc? Lorsqu'on mélange du caoutchouc avec de la suie et qu'on le vulcanise, les particules de carbone créent dans le caoutchouc un réseau tridimensionnel qui renforce le matériau. Prenez par exemple des spaghettis nature. Ils sont mous et se cassent facilement. Ajoutez-y maintenant une multitude de petites billes dures qui se lient aux molécules de spaghettis et entre elles. La structure devient beaucoup plus solide. Le noir de carbone représente jusqu'à 30% du volume d'un pneu. Sans lui, le caoutchouc s'userait 10 à 15 fois plus vite. Un pneu moderne parcourt 60 à 80 000 km, grâce précisément au noir de carbone. Il absorbe les contraintes mécaniques, les répartit, empêche le caoutchouc de se déchirer à chaque nid de poule. Autre propriété remarquable, la résistance aux ultraviolets. Le caoutchouc pur se dégrade sous la lumière solaire en quelques mois. La suie absorbe les rayons ultraviolets et protège les chaînes polymères de la décomposition. C'est pourquoi les produits en caoutchouc contenant du noir de carbone peuvent servir des années en plein air sans se détériorer. Au-delà des pneus, le noir de carbone entre dans la composition de milliers d'articles en caoutchouc. Courroies de moteur, joints d'étanchéité, flexibles, chaussures, tapis. Tous ces objets sont noirs justement à cause de la suie, et c'est elle qui les rend solides et durables. Il existe d'autres charges pour le caoutchouc, comme la silice, mais le noir de carbone est moins cher et plus efficace pour la plupart des applications. Mais les pneus ne sont pas la seule utilisation. Dans les batteries lithium-ion modernes, qui alimentent ton téléphone, ton ordinateur portable et les voitures électriques, le noir de carbone joue un rôle crucial. Il est ajouté aux électrodes comme additif conducteur. Pourquoi est-ce important? Parce que les matériaux actifs des électrodes conduisent mal l'électricité par eux-mêmes. Sans noir de carbone, la batterie ne pourrait ni se charger ni se décharger rapidement. Les particules de suie créent des chemins conducteurs dans la masse de l'électrode. Les électrons peuvent circuler rapidement à travers ce réseau, augmentant la puissance de la batterie. Et il ne faut que 2 à 5% de noir de carbone par rapport à la masse de l'électrode. Pas besoin de plus, car il ne participe pas aux réactions de stockage d'énergie. Il assure simplement le transport des électrons. Dans les encres d'imprimerie et les toners, le noir de carbone constitue le pigment noir de référence. Il procure un noir profond et saturé, résistant à la décoloration. Le texte d'un livre imprimé il y a 100 ans, avec du noir de fumée, reste aujourd'hui net et noir. Les pigments synthétiques n'offrent pas une telle stabilité. Dans les plastiques, le noir de carbone sert à la fois de pigment et de protection contre les ultraviolets. Les pièces automobiles en plastique noir, les boîtiers électroniques, les canalisations, nombre d'entre eux contiennent du noir de carbone. Il améliore également la conductivité électrique des plastiques, ce qui s'avère essentiel pour les matériaux antistatiques et le blindage contre les interférences électromagnétiques.